libre de faire tous les mouvements qu'il faut, mais avec une population qui se pose maintenant des questions très questionnantes. Est-ce qu'ils sont déçus parce qu'au sommet de l'État, nous avons Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui qui incarnait l'opposition, 37 ans dans l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui au sommet de la République, le peuple se retrouve? Toutes ces questions, nous allons les analyser sur ces plateaux avec professeur Chilumbai, lui qui est cadre de l'UDPS. Il est là avec nous également. Nous allons parler des réformes, donc les réformes qui s'annoncent. Également, nous allons également aussi parler de le gouvernement Sama Lukonde, parce que jusque-là, le gouvernement n'est pas encore mis en place et les autres pensent que le parti prenant autour de l'Union sacrée bloque le Sama Lukonde et les chefs de l'État. Est-ce vrai ou pas? Et également, nous allons parler de la question de Noël Tchani qui pense qu'il faut revenir à la congolité avant de devenir président de la République. Il faut être Congolais des pères et des mères. Toutes ces questions divisent. Et aussi nous allons parler du social, parce que l'UDPS à l'opposition a prôné le peuple d'abord. Le chef de l'État a parlé des inégalités sociales. Il va faire des Congolais les millionnaires et la RDC, l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce que c'est un rêve ou ça serait une réalité? Sur ce plateau, professeur Chilumbai, soyez le bienvenu. Bonjour. Professeur, vous êtes cadre de l'UDPS, professeur spécialiste en... J'enseigne le droit international public et les relations internationales à l'Université Kinshasa. Je suis avocat au barreau de la Gombe. Voilà. Professeur, avec vous, nous allons analyser toutes ces questions. Le peuple a besoin des réponses. Je vous ai annoncé plusieurs fois ici, il y a eu trop de ratés, mais quand même aujourd'hui, vous avez répondu. Parlons des réformes parce que c'est une question qui divise plus d'un. J'étais avec M. Devoskitoko sur ces plateaux. Il est secrétaire général de l'ESUD, de Martin Faïlou. Il a parlé des réformes. Selon eux, il faut changer tout. Vous, l'UDPS, quelle est votre lecture par rapport à cette question des réformes? Non, d'abord, il faut noter qu'il n'y a pas eu trop de ratés. J'étais ici invité par toi avec Devoskitoko. Tu m'as fait savoir qu'il n'avait pas le souci de discuter. Il préférait un monopole en fait, de la parole. Moi, j'avais plutôt pensé, comme tu l'avais annoncé, qu'on devrait changer autour de ces propositions parce qu'il les avait amenées ici en ce qui concerne notamment des réformes. Alors, ici, nous, à l'UDPS, les réformes, nous y avons bien évidemment pensé. Il faut dire que le premier à penser aux réformes, c'était le président Tshisekedi, le président de la République. C'est lui, lors de son premier discours sur l'état de la nation devant le Congrès, avait demandé aux élus de prendre toutes les précautions pour procéder à ces réformes afin de donner au peuple congolais non seulement un processus électoral potable, mais aussi de tenter de revenir sur des questions les plus choquantes de notre existence. Entre autres, je vis aussi des questions auxquelles tu as commencé à faire allusion ici, notamment celle de notre nationalité avec son principe d'exclusivité. Et d'autres questions avaient été aussi soumises à ce débat sur des réformes qui concernent tant les élections au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Voilà. C'est que nous avons une vision de ces réformes qui est la nôtre, parce que nous sommes aussi d'accord que les choses ne se sont pas faites comme attendu depuis l'adoption de cette constitution. Et des réformes pouvaient aussi porter sur la constitution elle-même. Lorsque vous la lisez aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des élections. Et il vous souviendra que lorsque le chef de l'État a pris l'ordonnance décrétant l'état d'urgence, les débats étaient vifs
sur notamment la question de savoir qu'est-ce qui précédait l'autre. Okay. Est-ce que l'entérinement par le Congrès ou parce qu'il y a une sorte de contradiction dans les deux dispositions, notamment celle qui donne la possibilité au Congrès d'avaliser l'ordonnance prise par le chef de l'État, et celle de l'article 85 qui propose notamment l'idée que l'état d'urgence entre en vigueur et que des mesures soient prises immédiatement après sa proclamation par le chef de l'État. Il y a de contradictions, notamment dans les dispositions relatives au pouvoir de dissolution de l'Assemblée par le chef de l'État. Nous avons eu beaucoup de débats là-dessus pendant cette première moitié de mandature ou de législature. Il y a le débat relatif au pouvoir respectif du chef de l'État et du gouvernement en ce qui concerne notamment l'article 91 de la Constitution qui parle de mesures communes, donc du programme commun, mais aussi de la responsabilité du Premier ministre. Est-elle seulement une responsabilité parlementaire ou il s'agit d'une double responsabilité? Là où le professeur Bouchab a parlé de primo ministère. Voilà, tout ça c'est des questions. Vous savez que cette constitution, ça a été un octroi. C'était un octroi. Ok. Ouais, l'octroi en fait c'est ces modes de constitution mais qui sont tapés par un monarque. Il écrit lui-même la constitution. Un groupe de gens qui vous imposent. Un monarque, il écrit lui-même la constitution, il l'impose au peuple. Ce n'était pas une constitution consensuelle parce qu'elle n'a pas été en réalité acceptée par notre peuple. Vous voulez dire que la constitution de Kabila, c'est une constitution qui présente trop de failles, donc il est nécessaire qu'on change cette constitution. Elle a été octroyée par M. Kabila au peuple congolais. Mais elle a été votée par la voie référendaire, donc le peuple a accepté cette constitution. Non, il faut qu'on revienne à l'histoire. Nous, à l'UDPS, nous n'avions jamais soutenu cette constitution. Mais vous êtes là grâce à cette constitution. Et notre peuple ne l'avait pas adoptée. De quel peuple vous parlez? Parce que la majorité avait voté oui à l'époque. Non, vous savez que... je me souviens toujours de cet épisode de Franck Diongo avec quelques députés qui avaient tenté de battre campagne en faveur du non. Ce qui leur était arrivé à la place Cohydro, à la première ville là-bas, mais aussi de ces résultats contradictoires que l'abbé Malmal donnait. Tantôt il inversait, c'était 90% du non, tantôt bon. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais il y a eu les avancées, ça il faut accepter. Que les faiblesses de cette constitution nous ont suivis quand même jusqu'à ce jour. Il est nécessaire, bien évidemment, qu'on parle des réformes. Ça, c'est le principe. Voilà, il est nécessaire qu'on parle de réformes. Nous allons y entrer. Mais une question directe, est-ce que ça ne vous fait pas honte, vous, l'UDPS? Hier, Kabila disait que je ne veux pas violer la Constitution. Vous étiez le premier à dire ne touchez pas à l'article 220. Aujourd'hui, vous êtes les premiers à dire qu'il faut aller aux réformes. Donc, l'article 220, on peut la toucher. Nous, ça nous fait plutôt honte que les gens veillent que cette constitution s'applique autrement sur Tshisekedi que sur Kabila. C'est ça que nous avons à craindre, ça nous fait honte. La constitution, nous l'avons trouvée avec toutes ces dispositions. Et aujourd'hui, vous êtes en train de jouir au sommet de l'État grâce à cette constitution, professeur. Nous exerçons plutôt les pouvoirs que cette constitution nous a dévolus. Maintenant, est-ce c'est pour cela que nous, ça devrait nous gêner de penser qu'il soit possible de la réformer? Ça ne nous gêne pas du tout. Pourquoi ça ne nous gêne pas du tout? Premièrement, les réformes dans la Constitution ne sont pas totalement ouvertes. Notre Constitution, elle est une Constitution hybride. Elle n'est ni totalement rigide, ni totalement souple. Il y a des matières qui sont souples, qui permettent que les procédures de révision passent rapidement devant l'Assemblée sans recourir au référendum. Il y a des procédures qui sont complexifiées, celles notamment concernant les questions de cession
d'annexion, d'adjonction des territoires qui demande que le peuple soit consulté par référendum. Il y a des matières que le constituant avait tout simplement indisponibilisées, les indisponibles. C'est que nous avons pris l'habitude de qualifier des articles verrouillés. Comme des 120. Mais tout cela, si la Constitution verrouille certains articles, il faut le rappeler que la Constitution ne se verrouille pas elle-même. Vous voulez dire quoi? Oui. Elle ne se verrouille pas elle-même. Pourquoi? En 2011, il y a eu une réforme à laquelle nous n'avons pas participé, qui autorisait notamment le chef de l'État à appeler le peuple au référendum. Donc, appeler le peuple au référendum suppose, y compris sur la Constitution. Donc, cette possibilité de s'en défaire. Donc, à l'époque, Kabila avait raison, aujourd'hui, vous lui donnez raison. J'ai dit, nous exerçons un pouvoir constitutionnel. Okay. C'est le pouvoir que la Constitution nous a dévolu. Ça signifie que dans cette Constitution, le président de la République a le droit, le pouvoir d'appeler le peuple au référendum. Mais à l'époque, vous étiez contre quand Kabila l'avait fait. J'ai dit ceci. Pourquoi vous changez facilement? Est-ce qu'on se comprend? Le public vous suit. Nous n'avons pas accepté que cette Constitution soit soumise aux aléas et aux humeurs des individus. Malheureusement, c'est avec elle que nous sommes allés aux élections. Okay. Les promesses que nous avons faites à notre peuple, c'est en vertu de cette Constitution. Et que nous n'avons aucunement pas l'intention de la tripatrier, nous autres. D'ailleurs, lorsque le chef de l'État a parlé des réformes, vous avez vu qu'il a même parlé des réformes qui nous désavantagent. Par exemple, je parle par exemple de cette question de deux tours des élections. C'est un désavantage pour vous? Je suis en train d'expliquer. Kabila l'avait conçu tout simplement pour que ça lui facilite un passage en force. Nous, ça pouvait nous plaire parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Mais le chef de l'État est allé soulever ce problème. Il a dit qu'il était nécessaire qu'on revienne au détour des élections. Même une manière de renforcer la légitimité. Non seulement la légitimité, mais de revenir aux fondamentaux que, entre guillemets, le peuple avait voulu. Donc Fayulu a raison, le président Tshisekedi n'est pas légitime, parce que si vous voulez... Non, écoute, il faut comprendre ce que ça signifie. Lorsqu'il dit, on dit une façon de renforcer la légitimité, parce que nous, exactement, nous avions pensé qu'il fallait que le président de la République, en 2006, nous avions pensé qu'il fallait que le président de la République soit élu, plus ou moins, soit élu avec la majorité absolue. Ça n'a pas été suivi. Et ils nous ont dit que c'est le peuple qui avait adopté cette constitution à 90%. Par moment, nous avons fait une remise en question. Nous avons dit, comme ils disent que c'est le peuple, allons aux élections avec cette constitution-là. Nous y sommes allés en 2011. Malgré vous. Nous y sommes allés en 2011 et nous les avions gagnés. Ils ont fait ce qu'ils avaient. Non, vous n'avez pas gagné. Voilà. Alors, à ce niveau-là, j'ai dit qu'il faut qu'on retienne un principe que la constitution actuelle, c'est celle en vertu de laquelle nous exerçons le pouvoir. Okay. Cette constitution a conféré au chef de l'État des pouvoirs que vous connaissez qui sont très larges et énormes, notamment les pouvoirs d'arbitrage comme garant du bon fonctionnement des institutions, notamment le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, le pouvoir de nomination et la capacité de mettre fin aux fonctions du Premier ministre, le pouvoir de convoquer les élus en congrès et de leur parler, le pouvoir de nommer les magistrats. Ça, ce n'est pas votre interprétation de cette constitution, parce que ce n'est pas ce que le professeur Kabamba pense. Lui, plutôt, pense que cette constitution a été conçue au moment des crises. Une manière qui est le président ou le premier ministre, que personne soit au-dessus de l'autre et qui est le contrepoids, une manière de se surveiller. Si vous avancez ça, vous mettez le chef de l'État dans une position d'un dictateur. Non, non. Mais le pauvre Kabamba, lorsqu'il est venu, moi j'ai écrit à M. Christian Lusakwen, j'ai écrit au pauvre Kabamba lui-même, parce qu'il est passé là comme s'il était dans une colonie scientifique, où il est venu nous enseigner. Il a été parmi les rédacteurs de cette constitution. S'il vous plaît. Je l'ai contacté, moi je lui ai demandé qu'il revienne sur le plateau avec moi dans ce débat, parce qu'il avait dit tout des mensonges. Il a évité ça, il est parti. J'avais contacté Top Congo pour que les choses soient remises en ordre, parce que ce n'était pas possible
qu'un citoyen de ce monde vienne dans ce pays et croit qu'il n'y avait personne. Donc cette constitution a donné trop de pouvoir au chef de l'État, contrairement au Premier ministre. Il n'y a pas moyen de se surveiller. Elle n'a donné des pouvoirs qu'au chef de l'État. Parce que le Premier ministre n'a pas de pouvoir dans cette constitution, c'est le gouvernement qui a des pouvoirs. Mais c'est lui le patron du gouvernement, professeur. C'est même ça la controverse. Ok. Le gouvernement s'est réuni où pour décider? C'est un conseil des ministres que le président seul dirige. Mais le chef de l'État n'est pas rédévable devant le Parlement, c'est le Premier ministre qui défend son gouvernement. C'est pour vous dire que les professeurs Évariste Bouchab et d'autres constitutions kabylistes qui avaient rédigé cette constitution, ils en savent quelque chose. Le Premier ministre a été conçu comme infisible du président de la République. Mais il n'a aucun pouvoir. C'est infisible, le président de la République, parce que si vous observez bien, c'est là une constitution atypique. Ici, non seulement le chef de l'État règne, mais aussi il gouverne dans cette constitution. Donc Sama Lukonde, c'est invisible, si je vous comprends bien. Il peut sauter à tout moment. J'ai dit la constitution avait établi le Premier ministre comme visible. Parce que le président de la République a ici le pouvoir de gouvernance. Ce n'est pas un chef qui règne, il règne et gouverne. C'est comme ça que lorsque vous lisez l'article 92 de cette constitution, vous verrez que le pouvoir réglementaire qui ferait du Premier ministre l'autorité gouvernementale et l'autorité exécutive en tant que telle, ce pouvoir est partagé. Non seulement partagé, mais la Constitution dit que le président de la République prend d'abord et ce qui reste pour le Premier ministre. En fait, on vous dit il est doté du pouvoir réglementaire sous réserve de ce conféré au président de la République par la présente Constitution. C'est pour vous dire que, parce que le président de la République est totalement irresponsable, politiquement irresponsable devant le Parlement, lorsque lui posera les actes de gestion, c'est bien clair que le Premier ministre ira les défendre en son nom. C'est plutôt à ce niveau-là que pour les actes que le président de la République prend lorsqu'ils sont délibérés en Conseil des ministres, il lui a été conféré le pouvoir de contrer 5 actes de responsabilité afin qu'il aille les défendre. Professeur Tshilombaye, s'il vous plaît, vous êtes parmi les têtes pensantes de l'UDPS. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui pensent que vous, les têtes pensantes de l'UDPS, vous n'aidez pas les chefs de l'État, vous êtes en train de les pousser vers un mur où il sera coincé parce que là, il n'y a même pas les règles de la démocratie. Comme Sylvestre Ilunga avait dit, il faut savoir quitter la table lorsque vous sentez que la table est desservie. Donc, vous faites les choses en dictature en oubliant que la Constitution sépare le pouvoir du Premier ministre et le pouvoir du chef de l'État. En vous entendre parler, c'est comme si le Premier ministre n'a pas un pouvoir. Le chef de l'État fait le tout. Il a des attributions, il n'a pas de pouvoir. Il a des attributions, il n'a pas de pouvoir. Mais regardez un peu, comparez même cette Constitution à la Constitution française. Lorsque vous lisez les articles 20 et 21 de la Constitution française, vous verrez que dans cette Constitution-là, le Premier ministre supplée le président de la République en cas de carence en ce qui concerne la direction du Conseil des ministres. Mais chez nous, non. Chez nous, le pouvoir de diriger le Conseil des ministres, c'est un pouvoir exclusif du chef de l'État. Il n'est pas partagé avec le Premier ministre, contrairement à la Constitution française. Chez nous, lorsque le président de la République permet au Premier ministre de diriger le Conseil des ministres, il délègue son pouvoir. Il dit, je te délègue mon pouvoir. C'est son pouvoir, il délègue. Mais en France, en cas de carence du président, le Premier ministre dirige le Conseil. Il y a une nuance entre notre Constitution et la Constitution française. Chez nous, donc, le Premier ministre n'a pas qualité de diriger le Conseil des ministres selon la Constitution, mais le président de la République, propriétaire exclusif de ce pouvoir, peut lui déléguer ça. Donc le chef de l'État, chez nous, c'est un roi, c'est un maître, c'est celui qui fait le tout. C'est un monarque républicain. Il règne et gouverne. Il règne et les gouverne. Voilà pourquoi aujourd'hui les autres pensent que vous êtes en train de manipuler toutes les institutions. Donc il n'y a aucune institution qui peut déranger l'institution présente de la République. Non. J'avais dit ça à Madame Janine Mabunda, l'honorable Janine Mabunda, lorsqu'elle a parlé de son article de décision du chef de l'État. Je crois que les gens s'en souviennent aujourd'hui. Je lui avais promis, j'avais dit, le jour que l'affaire de destitution sera en discussion, tu te rendras compte que la décision du chef de l'État n'a pas été prévue par la Constitution.
Et je me rappelle, vous avez un débat roulé avec le professeur Théodore Ngoy. Ils se sont réalisés de cela. Je fais moi une émission avec Maître Christian Bossembe lorsque Mme Janine avait tenu son propos tout à fait malencontreux contre le chef de l'État. J'avais signifié que ça va. Je lui avais même promis que le jour que le président de la République là va vouloir que tu ne te mettes plus sur cette chaise-là, tu vas partir. Au nom, pas de la dictature, mais des pouvoirs que la Constitution lui confère. Comment ça, professeur? Si vous devez aider le public, les gens sont en train de vous suivre. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS, parmi les têtes pensantes de ces grands partis. Alors, nous avons la deuxième institution, c'est l'Assemblée nationale. Vous dites ici sur les plateaux que le chef de l'État a même le pouvoir sur l'Assemblée nationale. Donc il peut décider qui peut rester et qui ne peut pas rester. C'est ce que vous venez de dire. Le chef de l'État a reçu mandat de dissoudre l'Assemblée nationale. Et dissoudre l'Assemblée, il a reçu le pouvoir de définir la notion de crise. Parce que c'est ça qu'elles ne disent pas. Et que lorsque vous ne voulez pas qu'il dissolve, il faut parler le même langage avec lui. Ça, c'est la Constitution, c'est pas moi. Donc, les réformes, nous sommes d'accord avec eux, avec ceux qui les réclament. Okay. Mais je dois noter que les réformes ne sont pas constitutionnelles. Ça signifie quoi? Ne sont pas un préalable pour la tenue des élections ou des futures élections. Okay. Les réformes ne sont pas une contrainte constitutionnelle. On peut ne pas les faire, on ira quand même aux élections. Ça, c'est la première observation qu'il faut retenir. Il n'y a pas une contrainte constitutionnelle qui veut qu'on fasse préalablement les réformes avant d'aller aux élections. Ces réformes à intervenir parce que les gens s'agitent. Délice Sanga propose, la Moukas propose, je vais vous opposer tout cela. Il n'y a pas un contrat constitutionnel à ce jour à propos de ces réformes. Ils sont nombreux qui pourraient être déçus. Comment qui ça? Va réformer? C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui vont réformer. C'est donc le législateur qui va réformer. Alors, vous voulez... Attendez. Ok. Et le législateur, lorsqu'il va réformer là, il ne va pas réformer selon la volonté de la Mouka, selon la volonté de Martin Fayoulou. Ils peuvent même être surpris de découvrir que les réformes à intervenir ne seraient pas du tout dans leur avantage. Parce que les gens croient que les réformes, c'est une contrainte. Donc vous voulez faire tout à dessein au profit de l'UDPS? Non, non, il y a une majorité dans cette assemblée-là qui va décider. Une majorité hier, les députés nommés aujourd'hui, vous vous en glorifiez? Il y a une majorité qui va décider. C'est pour dire aujourd'hui, c'est votre fierté, cette majorité. S'il vous plaît. Il faut que les gens aient un profil bas. Lorsqu'ils parlent de réformes avec hargne, qu'ils sachent que ces réformes ne seront pas issues d'un contrat politique. En dehors des institutions, ces réformes interviendront dans la collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée, et plutôt le Parlement. Ça signifie que là où ils attendent, prenons l'exemple, là où ils attendent un exemple, qu'on enlève le seuil électoral, les députés peuvent décider d'augmenter le seuil. Parce qu'ils sont à la merci du chef de l'État, en fait, c'est lui l'autorité morale, donc il fait juste dicter. C'est leur pouvoir. Je donne un exemple. Là où ils attendent qu'on enlève le seuil, et ils peuvent dire on augmente. On part de 1% à 20%. C'est-à-dire, pour qu'un parti soit qualifié, il faut qu'il... Mais les députés quand même travaillent pour les biens de la population. Pensez-vous que les députés peuvent agir comme ça? Qui vous dit que cela n'est pas pour l'intérêt de la population? C'est eux qui sont élus, l'intérêt de la population qui les connaît mieux que les élus. Qui suivent le mot d'ordre de l'autorité morale. Cette notion a changé, ce n'est plus Kabila, maintenant c'est Tshisekedi selon vous. Est-ce que toi tu as été en campagne? Demande-moi qui suis allé dans des brousses, sur des motos, sur des vélos, sur des pirogues, j'ai traversé des rivières de la tête du fleuve ici, c'est moi qui connais les intérêts de la population. Toi, tu es assis à Kinshasa, tu veux me parler des intérêts de la population. Donc, on peut ajouter les seuils, selon vous. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait F. Bazaïba et les autres, et tous étaient contre ces seuils. Et aujourd'hui, donc vous copiez mal Kabila. Vous copiez mal Kabila. Je n'ai donné aucune position à cet effet. Et d'abord, je peux te dire que nous, à l'UDPS, nous avons ça. Ces travaux de août 2023
août 2020. Bien alors, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, 31, ces documents. 31 juillet au 2 août 2020. Ok. Nous avons ce travail ici. Vous voyez là, c'est notre candidat président de la République. Non, ce n'est pas le moment de faire propagande, s'il vous plaît. Ce document est intitulé IDPS CAP 2023. Ok. Ce n'est pas encore le moment, s'il vous plaît. Non, je vais te parler. Nous avons notre opinion de ces réformes-là. Dans laquelle, d'ailleurs, je peux te dire d'emblée que nous ne soutenons pas le maintien du seuil. Mais je te dis seulement que ce seuil dépendra des députés. C'est eux qui vont décider. Les députés de l'Union sacrée qui suivent le mot d'ordre de l'autorité morale. Il faut préciser. 2 députés, c'est eux qui vont décider. Ça signifie quoi? Ça ne sert à rien que les gens s'agitent. La Mouka, c'est des Congolais. Ils ont fait leurs propositions sur cette question-là. Les députés les ont entendus. Si les députés jugent bon d'intégrer une proposition faite par la Mouka, ils le feraient. S'ils jugent inutile ces propositions de la Mouka, ils vont les jeter. Mais la Mouka, l'ancrage sociologique, il faut quand même chercher à comprendre, parce que de vos scriptures que j'étais avec lui ici, lui parle de la légitimité que vous n'avez pas. Quand la Mouka propose une présidence à la CENI rotative pour éviter qu'il y ait un président roi, pensez-vous, est-ce que ce n'est pas une bonne proposition, une manière de la clarté? Ils ont la légitimité, hein? C'est ce qu'eux pensent. Oui, mais ils ont un seul député. Maintenant, ils feront quoi à l'Assemblée? Ils ont un seul député, ils ont perdu les élections. Quand vous avez débauché les autres, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont un seul député. La Mouka n'a jamais été aux élections. C'est SIDE qui a été aux élections, qui a eu un seul député. Vous les fragilisez à tout moment. Vous avez pris Matumboul, vous avez pris Jean-Pierre Bemba, vous avez pris Katumbi. Une mauvaise manière. Hier, l'IDPS n'était pas pour les débauchages. Laissez-moi m'exprimer. Okay. Il faut d'abord retenir que, quel que soit le miracle qui se produirait, l'honorable Martin Fayulu ne pouvait pas avoir 3 députés. D'abord, sa liste électorale n'avait déposé que 12 candidatures pour l'ensemble du pays. C'est des révélations terribles. 12 candidatures sur l'ensemble du pays. Comment il aurait des députés? Lui, il était parti perdant aux élections. Il ne pouvait pas avoir de députés. Alors, maintenant, lorsqu'on parle des réformes de la CENI, j'ai dit qu'ici, nous avons fait un travail qui est un travail qui n'est pas public. Il est là. Notre proposition de réforme de la CENI est là. Nous l'avons remise à nos députés, à l'honorable Léon Moubikaï, qui est le président du groupe parlementaire. Le parti lui a remis cette proposition de réforme. C'est que nous, UDPS, nous pensons comme réforme à mettre en place. Ce n'est qu'un point de vue de l'UDPS qui sera confronté aux autres points de vue à intervenir et qui sera discuté au sein de la Comme l'honorable Denis Sessanga, il est de l'Union sacrée, lui pense qu'avant même que les gens déposent les candidatures, parce que le prélat et les confessions religieuses ont demandé aux gens d'aller déposer les candidatures pour réformer un nouveau groupe de la CENI, Sessanga pense que ce n'est pas bon de déposer d'abord les candidatures. Il faut d'abord aller aux réformes avant le dépôt des candidatures. Vous, l'IDPS, vous êtes de quel côté? D'un point de vue moral, je suis avec l'honorable Sessanga, parce que même les évêques, moi j'ai eu à discuter avec M. Labin Chollet et le prof Kodion Doukouma sur Radio Okapi. M. Labin Chollet avait reconnu que la démarche tendant à désigner le président de la CENI avant les réformes était une erreur. À l'époque, c'était Ronsard Malonda. Lui-même avait dit que nous avions mis la charrue avant le bœuf. Il avait reconnu que c'était une erreur. Donc, c'était souhaitable que les réformes interviennent d'abord, la désignation ensuite. Ça, c'est du point de vue moral. Je suis d'accord avec l'honorable Denis Sessanga qu'il était nécessaire d'attendre les réformes et de désigner ensuite. Mais du point de vue juridique, il n'y a pas de contrainte de réforme dans la Constitution. Il n'y a pas de contrainte de réforme. Point de vue juridique. Il n'y en a pas. Je dis qu'il n'y a pas de contrainte de réforme. Il n'y a aucun texte dans notre pays qui dit qu'avant d'aller aux élections, il faut réformer. Il n'y en a pas.
Ça signifie que moi, je ne veux pas qu'on fétichise les réformes. Ok. Tout ce que nous proposons ici peut arriver devant l'Assemblée, l'Assemblée rejette. Ça signifie que le statu quo reste. On va aux élections comme on était parti la fois passée. L'Assemblée n'est pas obligée de changer ça. Nous ne faisons que proposer. Nous sommes des partis politiques, des personnalités. Mais l'Assemblée peut rejeter en bloc toutes les réformes que nous proposons. Oui, il y a ces réformes au niveau des élections. Pourquoi vous pensez que l'Assemblée peut rejeter? Non, nous sommes des scientifiques. Je pose les hypothèses. C'est une manière de séduire les députés. Il faut qu'on se situe. Il faut être du côté de la population. l'UDPS est partisan des réformes. Le chef de l'État soutient les réformes. Moi, comme individu, je soutiens les réformes. Mais je dis qu'il ne faut pas les fétichiser. Parce que c'est un pouvoir que la Constitution reconnaît aux députés. Et que si les propositions sont faites au Parlement et que le Parlement rejette, le match... Qu'est-ce que vous, l'UDPS, vous proposez par rapport aux réformes? Parce que les autres mettent leurs propositions à la place publique. Apparemment, vous avez notre... vous cachez des choses parce que vous voulez faire glisser nos les choses. députés, le professeur Léon Mibikaï, qui est président du groupe parlementaire, nous a reçus. Moi, je suis membre, je suis rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS. Il a reçu ce document ici à main propre comme recommandation de l'UDPS faite aux députés pour soutenir notre point de vue de réforme. Okay. L'autre document que vous voyez ici, il est intitulé UDPS CAP 2023, feuille de route. Okay. Et il est de 2020. Parce que vous avez suivi, même vous les journalistes, l'UDPS a peur des élections, l'UDPS a peur des élections. C'est ce que les gens pensent, hein? CAP 2023. Ce forum, ce grand forum s'est tenu au centre Nganda en 2020. Lorsque nous tenions ce forum pour doter le parti de cette feuille de route, il y a même des gens qui disaient, mais au lieu de gérer le pays, ils commencent à parler des élections maintenant. C'est maintenant que les gens se réalisent que l'UDPS a toujours une longueur d'avance dans la vision. Regardez ce document ici. Okay. Les gens se réalisent maintenant que l'UDPS a une longueur d'avance dans la vision. Que contient ce document? C'est une planification du jour le jour. Chaque jour, l'UDPS a une activité électorale jusqu'à la publication des résultats et jusqu'à la prestation de serment du nouveau... Et la feuille de route de prêtre de la Senco, ça ne vous effraie pas? Plan opérationnel. Le plan opérationnel de la feuille de route de l'UDPS est là. Vous verrez que date pour date, nous avons l'activité électorale pour 2023. Est-ce que c'est authentique, ce document ici? Nous avons des chiffres. Est-ce que c'est authentique d'abord? J'ai dit que c'est un document authentique. Ces travaux ont été tenus au centre Nganda du 31 juillet au 2 août 2020. Au centre Nganda, c'est chez les prêtres. Vous pouvez poser la question si ces travaux se sont tenus au centre. Nous allons vérifier. Date pour date. Et comment nous qui sommes prêts, avec les montants, avec les activités, jour pour jour, chaque jour, nous nous préparons à ces élections. Vous verrez que ces dates sont allées jusqu'à la formation des témoins, jusqu'à l'affectation des témoins dans des bureaux de vote, la manière de collecter les procès-verbaux, comme nous l'avons fait la fois passée, parce que nous étions les seuls à avoir des preuves que nous sommes élus. Les autres là parlotaient n'avaient rien. Parce qu'il y avait déjà une preuve avec Kabila, et les autres n'ont pas eu ces preuves. Hein? Regardez, nous avons même une date de constitution du collectif des avocats pour défendre l'UDPS dans des contestations électorales. Et ici, nous avons même supposé, en termes d'objectifs, le nombre de députés que nous devons atteindre. Montant à l'appui, tout est là jusqu'au jour de publication des résultats. Nous avons même, pour te dire, prévu un cocktail ce jour-là et le montant. C'est que nous allons, donc la fête que nous allons tenir lorsque nous allons gagner. Et pendant ce temps, il y a des gens qui font des bruits dans des médias ici, qui n'ont rien fait de tout ceci.
Et comme nous, à l'IDPS, parce que nous sommes quand même le seul parti organisé... Vous pensez que vous êtes un parti organisé, vous avez déjà tout prévu, donc ce qui se passe à la télé, les gens qui pensent que l'UDPS n'est pas prêt pour les élections, non. Ils sont en train de se tromper. Ce n'est pas l'UDPS qui peut avoir peur des élections. Nous n'avons pas peur. J'ai dit le document est là. Nous avons toute une institution au parti. La commission électorale permanente, dirigée par Maître Chabani, elle est permanente. Ça signifie que nous, lorsqu'on publie les résultats aujourd'hui, demain nous commençons à préparer les élections pour l'autre. Mais pourquoi Jean-Marc Kabou ne rassure pas quand il dit que ce n'est pas nous qui organisons les élections? Mais donc écoutez, si la CENI décide, bien que nous puissions... Vous voyez que c'est une manière de ne pas rassurer la population. Non, vous tombez dans les dires de Kabila qui ne voulait pas dire que je ne peux pas me représenter. Ce n'est pas Jean-Marc Kabou qui organise les élections. C'est une autorité quand même du parti qui peut rassurer le peuple. Écoutez d'abord. Okay. Moi, je l'ai suivi au centre CEPAS. Il a confirmé ce que je te dis maintenant. Il a dit que nous sommes prêts. Après la pression, oui. Pour aller... Non. Après la pression, les réactions des gens... Est-ce que ça, c'est après la pression? Pour ces travaux, vous pouvez demander aux prêtres. Ça reste à vérifier. Nous avons dépensé une affaire de 40 à 50 000 $ pour inviter les professionnels des élections, pour loger les gens au centre Nganda. Vous pouvez demander aux prêtres, nous avons des factures, vous pouvez les voir. Pour inviter les panélistes, nous avons fait ce travail, on a adopté. C'est l'argent du parti il y a des professeurs, il y a des professeurs d'université dont je peux vous citer les noms ici, qui ont travaillé après les assises du centre Nganda. Nous avons eu des travaux en commission de 2 semaines enfermés, pendant lesquels ce document a été produit. Merci. Et ce document a été présenté aux instances du parti. J'ai décidé de vous le montrer pour rassurer notre peuple d'abord. Faire taire ceux qui pensent que l'UDPS... Pour rassurer notre peuple d'abord, parce que c'est un document confidentiel. Merci. J'ai décidé de vous le montrer. Merci. À ce niveau-là, lorsque vous dites Jean-Marc Abounda dit oui, si jamais la CENI, avec toutes ces manœuvres entretenues par les parties prenantes dans la désignation de membres de la CENI, avec toutes ces manœuvres entretenues par les parties prenantes dans l'accélération, par exemple, des réformes, si jamais au 23 ou quelle date? En 2023. En 2023, les élections ne sont pas, les dates ne sont pas tenues, ça ne peut pas l'être du fait de l'UDPS, ça va plutôt l'être du fait de ces incohérences que les parties prenantes ont entretenues. Toi, tu as suivi ici le débat entre le révérend Sonny Kafuta et leur excellence les évêques de la CENI à propos de la SENCO à propos de la désignation de Ronsard Malonda. Ce n'est pas l'UDPS. Les confessions religieuses se sont retrouvées, elles se sont brouillées entre elles-mêmes. Il y a eu des dénonciations de corruption et des choses inacceptables dans un monde des religieux. Et ils ont fait capoter l'opposition. Vous avez dit ici que le chef de l'État a tous les pouvoirs, il est le garant de la nation, il est l'arbitre, donc il peut arbitrer à temps pour qu'il y ait les élections, professeur. Attendez, ça ce n'est pas l'UDPS. Maintenant, si tout cela occasionne des retards, on peut glisser. Et que les élections ne se tiennent pas en 2023, il n'y a pas vide. Donc le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation. Oui. Vous revenez à l'article 70, donc Kabila avait raison. Donc Kabila avait raison. Ce n'est pas nous. De se camponner sur cet article. Nous avons trouvé cette constitution et son interprétation a été donnée par la Cour. Merci, professeur Chilumbaï. On comprend que l'UDPS fait que suivre deux fois les pas de Kabila parce qu'il y a la jurisprudence. Professeur Chilumbaï, le candidat Noël Tchani, il était candidat président de la République. Il a animé une conférence pour dire que avant qu'on aille aux élections, nous devons voir dans la Constitution, il y a un article, cet article doit bien être précis plutôt pour dire que celui qui sera candidat président de la République doit être congolais des pères et des mères. Pensez-vous que c'est une bonne chose ou soit c'est une manière de mettre les autres à côté? Ce débat rencontre un autre qui est en vogue par ailleurs,
celui du recensement de la population. Est-ce qu'il faut continuer d'avancer à l'aveuglette comme nous avançons? Nous disons non. Il faut qu'on détermine qui est qui. Il faut qu'on recense la population. Qui est congolais, qui n'est pas congolais? Qui ne l'est pas. C'est une promesse du chef de l'État. Nous avions posé ce préalable en 2005. Et que pour nous être butés à ce refus catégorique et délibéré de l'AFDEL, devenu CPP, PPRD, tout ça, nous avons boycotté les élections de 2005 pour cette raison-là. Et en 2011, nous nous sommes dit que ces individus, si nous les laissons continuer, ils ne le feront jamais, et pour le recensement et pour les élections locales. Il faut que nous prenions le pouvoir et puis que nous tenions cette exigence constitutionnelle. Donc vous êtes jeté dans la marmite de Kabila. Nous sommes allés aux élections, nous les avons gagnées. C'est pourquoi, logique avec nous-mêmes, nous avions refusé de saisir la Cour constitutionnelle, à l'époque la Cour suprême de justice, que nous savions inféoder. Nous avions dit, nous ne saisissons pas la Cour. Nous nous sommes assumés parce que nous savions que nous avons gagné et qu'il n'y avait aucune chance que devant cette Cour de cette époque-là, que les choses changent. Donc, nous étions responsables. Donc Fayoulou avait fait une erreur de saisir la Cour parce que la Cour était déjà à votre faveur avec Kabila. Lui, il a saisi la Cour pendant que nous n'avions jamais été dans la constitution de cette Cour-là. Lui, au moins, Fayoulou a participé à la constitution de cette Cour-là parce qu'il était candidat de la Mouka. La Mouka était une coalition de gens qui ont adopté toutes ces mesures-là avec Kabila. Adolphe Mouzitou, c'est lui qui a révisé la Constitution en 2011, avec toutes les imperfections que nous venons de dénoncer. Jean-Pierre Bembila était avec Kabila dans la mise en place de tout cela. Il était dans les institutions avec lui. Moïse Katumbi, il est resté jusqu'à la fin du mandat, ainsi de suite. Vous voulez dire quoi? En fait, vous voulez dire quoi, professeur? Aujourd'hui, vous êtes avec eux. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur les gens qui vous ont donné la santé politique à l'Union sacrée. Je ne jette pas de l'opprobre. Je voudrais tout simplement dire qu'en allant devant cette cour, Martin Fayoulou avait été utilement conseillé par des gens qui ont participé à la constitution de cette cour. Si on tire le tiroir, on trouvera les cadavres partout avançant. Ils lui ont donné des garanties que cette cour était fiable. Et un homme d'État, ça s'appelle comme ça. Lorsque vous allez devant la cour et qu'elle vous a débouté, encore qu'il n'y a apporté aucune preuve. Il y avait des cartons qui circulaient dans la salle. J'étais en toge. J'étais en toge comme avocat du candidat élu Tshisekedi. J'étais à la cour. Il n'y avait rien et il n'avait rien. Même la Senko n'avait rien, aucune preuve. Dans les prêtres ont menti à la population que c'est Fayoulou qui avait gagné. Je dis que la Senko n'avait rien. Nous, la CEP de l'UDPS, nous étions l'unique structure à posséder les procès-verbaux. Comment expliquer? Parce que les autres n'ont pas pu accéder, parce que vous avez fait un deal avec Kabila et il vous a facilité cela. Pendant que nous faisions tout ceci, et ils dormaient. Nous leur avions dit, attends, toujours comme on fait des choses là, on leur a dit en blaguant, nous irons à ces élections avec ou sans machine à voter. Parce que vous étiez déjà rassuré que vous serez... Non, pendant ce temps, nous avons posé des actes de bravoure. Moi et Maître Chaban et Maître Chaliton, nous sommes allés voir Corneille Nangaa. Et nous leur avons dit que nous ne vous suivrons pas sur la voie de boycott des élections. Il nous a montré comment on utilise la machine à voter. Nous sommes allés, on s'est mis à former les témoins avec des simulations de machines à voter. On a fait même des motos, nous nous sommes retrouvés à Gungu, Chembouta, Gizeng là-bas, dans des brousses de Idjofa. Nous avons formé les témoins partout. Nous étions dans l'Ituri, à Beni, nous étions là pendant qu'eux tous là fouillaient ces endroits-là. Nous avons formé les témoins. Nous avons remis les brevets, les preuves existent. Parce que nous avons même des films, nous avons tout ça. Les preuves existent. Et pendant que nos témoins étaient formés à toutes ces méthodes, ils savaient voter, nos électeurs savaient voter. Et c'est à 4 jours des élections qu'ils disent non, allez voter, il faut couper les... Bon, qu'on ne soit pas passéiste. Voilà. Noël Tchania proposé, pensez-vous que cette proposition elle est importante? Le recensement doit se tenir. Pourquoi le recensement doit se tenir? Non seulement qu'au plan électoral lui-même, la fiabilité du résultat, c'est aussi que ceux qui votent soient des Congolais quand même. Vous savez que l'AFDEL en venant
moi j'étais dans le Kasaï, j'ai vu de centaines et de centaines de milliers de Rwandais qui fuyaient les massacres de l'AFDEL qui était accompagné par les Tutsis qui s'est vengé. Ces Rwandais sont allés jusqu'à la frontière de l'Angola, porte bloquée. Et ils devraient s'éparpiller dans les brousses du Congo ici. Ils se sont installés dans nos villages. Si vous n'en savez rien, dans le Kasaï, dans le Bandundu, partout là, ils ne sont pas 10, pas 20. Les pays est infiltrés. Ils sont des centaines de milliers. Les pays est infiltrés, c'est Il est plus que temps que nous identifions toutes ces personnes. Est-ce que le temps est favorable? Pour que le vote lui aussi soit fiable. Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? On veut réformer parce que nous devons éviter d'interminables contestations des résultats. Il ne faut pas que demain, que ce soit Fayoulou qui vienne dire non, non, Tshisekedi a gagné parce que les Rwandais de tel endroit qui sont dans tel camp ont voté. Non. Nous devons être sûrs que ces gens qui s'enrôlent pour voter sont des Congolais. Et la Mouka n'est pas raison. La Mouka n'est pas pour les recensements. J'étais avec Devos Kitoko ici qui dit vous n'avez ni le temps pour faire ces recensements. C'est une manière de mettre de la poudre aux yeux au peuple congolais. Allons aux élections. Est-ce que le temps est favorable? Je voudrais que la Mouka Devos Kitoko dise vous n'avez pas le droit de tenir le recensement. Mais lorsqu'il dit que nous n'avons pas le temps, lui, il est qui pour définir ce qu'il entend par temps? Selon ces dires, les experts, il faut qu'il y ait au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire un bon recensement. Le temps est dans la Constitution. En plus, lorsque vous revenez sur le débat, la Mouka n'est pas d'accord. Mais la Mouka, il est qui? C'est une force politique. Et même propose... Attendez, la Mouka est qui pour ne pas être d'accord? La Mouka, pour ne pas être d'accord, nous attendons que la Mouka mobilise dans la rue ici, qu'on voit qu'il a... Mais Martin Fayoulou était deuxième aux élections. Si vous restez dans la logique des élections, que Tshisekedi était élu, c'est lui qui était derrière lui, c'était Martin Fayoulou. Il a la foule aussi devant. Derrière lui, il faut accepter. Lorsqu'il y a eu le coup d'État Malonda ici, dernièrement, ni Tété l'UDPS, qui est le seul parti qui peut appeler les gens dans la rue, ni Tété l'IDPS, la forfaiture était passée. Il y a eu des morts, donc l'IDPS peut aussi être traîné devant la cour, parce que vous prenez les devants. Le recensement va se tenir. Maintenant, c'est lorsque le recensement se sera tenu que nous saurons qui est Congolais, qui ne l'est pas, qui est père congolais et qui est mère congolaise. À ce jour, il est pratiquement difficile de savoir qui est né de qui, parce qu'on va s'enrôler sur un mode déclaratoire. Et pour cette raison-là, lorsque nous saurons maintenant qui est père et qui est mère, nous allons aborder ce débat de Noël Tchani. Mais d'emblée, ce débat, moi, comme scientifique, je pars mon expérience, une idée claire que ce n'est pas un débat opportun parce qu'on a même évolué. Lorsqu'on dirait qu'il faut être un Congolais de père et de mère... Pour être président de la République. Oui, nous faisons du recul. Nous faisons du recul parce que nous y avons été. On a renoncé à cela après Sun City. Il faut dire qu'en matière de droit, il y a ce qu'on appelle les facteurs de droit. Il ne faut pas lire de manière muette les lois. Lorsque vous lisez les lois, il faut toujours entrer aussi dans leur esprit et dans le contexte de leur élaboration. Parce que nous avons connu des guerres dans ce pays-là et que pour conjurer les guerres, les cycles cycliques de guerre, nous nous sommes retrouvés à Sun City en Afrique du Sud et que nous avons répertorié les facteurs d'instabilité. Qu'est-ce qui fait que l'on est de guerre? Parmi les éléments répertoriés et les remèdes à y apporter, nous avions dit qu'il faut que désormais le père et la mère donnent la nationalité congolaise. Ça signifie que cela rentre aussi dans le combat ô combien légitime d'aujourd'hui, du moins de la femme, qui veut que l'on ne considère pas la femme comme un demi-être, comme une chose, comme une moitié d'homme. La femme, c'est une personne à part entière, et que si nous devons revenir au débat du genre, la femme ne donne pas la nationalité, c'est ce qu'on veut dire par là, la femme ne donne pas la nationalité,
on reviendra au débat du genre, la femme n'est pas en fait parent, l'on deviendra encore plus au débat du genre, cette nationalité, elle doit être contestée lorsque c'est un enfant d'une femme. Donc pour vous, ce débat n'est pas une priorité pour le moment. Malheureusement, à ce jour, ce n'est plus l'état de notre droit positif. Nous avons la Constitution qui pose des principes clairs là-dessus et que des dispositions irrélatives sont des dispositions touchant aux droits fondamentaux de l'être humain. Il n'est pas opportun d'y revenir parce que ce sont des dispositions aussi verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Merci. Étant donné que c'est des dispositions qui consacrent les droits de la personne. Merci. Merci. Elles sont verrouillées, donc on ne va pas les réviser pour retirer à la femme un droit que la Constitution lui a dévolu volontairement. Merci. Le président Noël Tchiani, c'est un habitué de mon émission. Je vais l'inviter pour nous éclaircir par rapport à ces propos-là. Mais pour ça, avant que nous puissions parler de ces gouvernements Sama Lukonde, parce que nous allons déjà vers la fin, une question directe. Parce que vous semblez avoir l'envie d'organiser les élections à temps et puis bien faire les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes au sommet de l'État, vous êtes censé connaître certaines vérités, est-ce que vous épargnez déjà l'argent pour les élections? Écoutez, ce n'est pas le président qui épargne l'argent pour les élections. L'argent pour les élections, c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire qui épargne l'argent pour les élections. Et c'est le gouvernement de la République qui épargne l'argent pour les élections. Notre Constitution l'a voulu ainsi, malheureusement. Là, vous retournez à la Constitution? J'ai dit notre Constitution l'a voulu. Mais le chef de l'État, vous avez dit là tous les pouvoirs. Maintenant, cette question, il faut la poser à notre Assemblée. Moi, je sais que le principe avait été levé d'épargner de l'argent pour les élections et que ces élections vont se tenir. Est-ce que l'argent a été épargné parce que Tambou Mwamba en avait parlé et aujourd'hui il semblerait qu'il n'y a pas l'argent à côté pour organiser les élections, tout s'est fait à dessein pour qu'il y ait glissement tant souhaité par l'IDPS. L'honorable Tambou Mwamba, moi je l'ai suivi pendant sa campagne comme président du Sénat. Je ne suis pas ici à donner son bilan à sa place qui a été un bilan malheureusement médiocre parce que sa priorité, la caisse de péréquation qu'il avait promise, il n'y a pas touché. Mais ici, le plus important, c'est de dire que lorsque on a donné le mandat de 5 ans, l'objectif est exactement celui-là. C'est vrai, nous pouvons rencontrer des difficultés comme de nombreux États les rencontrent. Dieu merci, la crise de Corona n'a pas frappé avec la même ampleur chez nous que ça s'est fait ailleurs. Moi, je serai en mesure de te dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'élection en 2023 si cette crise avait la même ampleur en termes de nombre de morts, en termes de qu'en France. J'allais te dire d'emblée que c'est impossible. Parce que vous n'avez pas les excuses, le Congo d'en face à organiser les élections. Pour le moment, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc, pour le moment, c'est des statistiques que je ne suis pas en mesure de vous donner. Le gouvernement de la République va devoir être installé d'ici quelques jours. Et que ce gouvernement va nous donner toutes les lumières sur les projections par rapport aux moyens disponibles, aux moyens à mobiliser, mais aussi à leur probabilité. Parlons-en. Sama Lukonde demande aux Congolais d'être patients, que le gouvernement de Warrior bientôt verra les jours. Entre la patience et l'urgence, pensez-vous que le peuple congolais il n'est pas en train de souffrir parce qu'il n'y a pas le gouvernement qui bloque la sortie de ce gouvernement? On dit que c'est vous l'IDPS parce que vous avez les ambitions démesurées pour 8 postes. Vous donnez, il y a 80 quelques. Non. Les gens sont habitués avec les partis de pensée uniques. À l'UDPS, ce n'est pas notre culture. C'est lui qui veut être candidat ministre. Il dépose sa candidature, c'est son droit. Moi qui suis ici, je t'informe que je n'en ai pas exprimé l'ambition. Mais il est un droit pour qui veut de dire je veux être ministre. Et c'est pas, les gens pensent que lorsqu'on veut être ministre c'est forcément pour l'argent, les honneurs. Mais non. Le parti peut répertorier il y a des gens, les cadres dans chaque secteur. Il y a des gens, 8 postes, il y a des gens qui ont avec raison une conviction qu'il n'y a qu'eux qui peuvent changer. Moi j'ai toujours pensé que le ministère comme le ministère de l'enseignement supérieur,
c'est jusqu'au jour qu'on me le donne que l'enseignement supérieur va s'améliorer. Vous voulez dire que Thomas Louaka n'a rien fait? Non, Thomas Louaka, c'est un vieux bien, c'est mon vieux que je salue. Je connais le Congo. C'est un vieux très bien, un vieux très gentil, un homme social. On a mis des professeurs au sommet de ces ministères. Il lui faudrait un ministère. Rien n'a été fait jusque-là. Un ministère comme les affaires sociales. Parce que l'enseignement supérieur a des problèmes qui demandent exactement un warrior, un kamikaze. Je te donne un petit exemple. Okay. Un directeur général d'un établissement de l'enseignement supérieur de Kinshasa a écrit à l'honorable Thomas Louaka une lettre pour dire que, monsieur le ministre, dans mon établissement ici, il y a 8 professeurs sans diplôme. Des gens qui ont été nommés parce qu'ils ont donné l'argent, on les a nommés professeurs. Le chef d'établissement a écrit une lettre comme ça au ministre. C'est des révélations terribles. J'ai dit la lettre existe. Le DG de l'INBTP. Est-ce qu'il y a eu l'accusé de réception? Parce que Thomas Louaka, c'est quelqu'un... J'ai dit ceci. Selon mes recherches, c'est quelqu'un de valeur. Il va suivre cette émission. Un chef d'établissement, le DG de l'INBTP. Ok. Parce que tu voudrais que je cite, a écrit à l'honorable Thomas Louaka pour lui dire, Excellence, les enfants du Congo sont en train d'être massacrés ici par des gens sans diplôme. Des gens qui ont été nommés professeurs frauduleusement. Et le ministre est resté muet. Pendant ce temps, ces gens-là touchent l'argent de la caisse de l'État. Pendant ce temps, ils assassinent terriblement nos enfants qui vont être dans les bâtiments et qui peuvent créer des scandales. Des dégâts plus tard. Mais pendant ce temps, mon aîné, que je respecte beaucoup, n'a pas agi, n'a pas réagi. Et pourtant, ça, c'est des faits graves. Mais ces faits ne sont pas qu'à l'INBTP. C'est un peu partout. C'est dans toutes nos universités. Maintenant, vous allez dire, c'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu moi demander un ministère, je ne suis pas candidat, mais je te disais que demander un ministère, c'est ce qu'on dit, l'angoisse existentielle. Les gens doivent demander des ministères parce qu'ils ont cette angoisse, cette décision de changer quelque chose. Comme vous avez la décision de changer quelque chose, vous avez dit si on vous donne le ministère. Lorsque je serai prêt pour demander les ministères, moi, je dirais au chef de l'État... Ce n'est pas parce qu'à l'IDPS, il y a des gens plus qualifiés. Non, ça sera au mandat prochain. Vous êtes retiré. Merci. Ça sera au mandat prochain. Ce mandat, moi, je ne suis pas candidat. Merci. Je dirais au chef de l'État, donne-moi l'enseignement supérieur. Je balaye. Voilà, merci. Je corrige. Merci, professeur. Là, nous allons déjà vers la fin. Donc, l'IDPS, c'est une démocratie. Merci. On peut avoir 1000 candidats. Il n'y a pas merci. Mais ceux qui pensent que Sama Lukonde, ce n'est qu'un pion, qu'on peut bouger à tout moment, il y a un autre premier ministre qui est Jean-Marc Aboud, qui fait aussi son gouvernement, qui propose aussi. Ça, ce n'est pas une mauvaise manière de faire de l'IDPS. C'est que vous reprochez hier au FCC, vous le faites aussi. Et toi, tu connais le poste que Jean-Marc Aboud occupe? Il y a ceux qui pensent comme ça. Nous vous posons la question parce que vous êtes de l'UDPS. Éclairez-nous. Jean-Marc Aboud, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale de ce pays. Il n'envie pas le poste de premier ministre. Mais il propose quand même le gouvernement selon ceux qui pensent comme ça. Il n'envie pas le poste de premier ministre. Premier ministre, tu sais qu'on peut le devenir quand on veut, mais être élu... Comme Kabounda a refusé parce qu'il a... Comme Moïse Katumbi a refusé parce qu'il a compris que... Être élu député, d'abord, et être élu par les députés comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, Jean-Marc Aboud n'envie pas ce poste, il n'en a pas été demandeur en plus. Sam Lukonde est bel et bien le premier ministre de ce pays. Mais les gens pensent avec tous les pouvoirs d'un premier ministre. Les gens pensent que Jean-Marc Aboud aussi convoque, Jean-Marc Aboud fait aussi des consultations, Jean-Marc Aboud fait aussi son gouvernement, il donne au premier ministre, il propose aussi cette manière de faire, dérange les autres. Voilà pourquoi nous vous posons la question. Est-ce qu'il y a un autre premier ministre sous les manguets ou derrière le bureau? Pourquoi toi tu es journaliste? Tu vas te fier aux rumeurs de la rue que les gens pensent. En communication, on nous a appris ceci. Vous êtes professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, professeur. En communication, on nous a appris ceci. Les rumeurs nous amènent aussi à l'information. Nous vous posons la question parce que vous êtes de la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu veux retenir? Lorsque tu as ouvert ce point, tu as dit Sam Lukonde
nous invite à la patience. Ce qui signifie que le formateur du gouvernement nous invite à la patience. Si lui, le Premier ministre Sam Lukonde, avait l'information sur l'existence d'un formateur parallèle, il l'aurait dénoncé. Mais lorsque vous lui avez posé cette question comme journaliste, il vous a dit « Patientez, je forme le gouvernement ». Merci. Professeur Chilumbaye, on a la fin, regardez la caméra. On retient quoi par rapport à votre passage d'aujourd'hui? Nous retenons que le gouvernement va être bientôt là annoncé. Le chef de l'État et le Premier ministre y travaillent. Nous retenons que l'UDPS est prête pour les élections. Nous retenons que le recensement, c'est une obligation constitutionnelle qui doit être tenue pour permettre à ce que les élections ne soient plus contestables, parce qu'il faut qu'on ait un fichier potable, un fichier propre sur base duquel les élections vont se tenir. Nous retenons, en fait, moi personnellement, ça ne me gêne pas que les évêques posent des questions, qu'ils posent des problèmes. Nous retenons que ce processus de désignation du président de la CENI ne viole pas la Constitution, mais nous regrettons tout simplement que les pères évêques, nos pères spirituels, nos pères de la foi reviennent sur ce qu'ils ont qualifié d'erreur autrefois. Je crois qu'ils ont pu trouver des aménagements qui vont nous éviter ce qui s'est passé. Merci, professeur Chilumbaye. Je rappelle que vous êtes un cadre influent également de l'UDPS. Vous avez participé dans plusieurs choses de l'UDPS, plusieurs réflexions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec lui, on a essayé de parler des questions très questionnantes de la République.